Bonjour, Didier Mulnet. Notre sujet aujourd'hui portera sur les énergies grises. Nous consommons des ressources énergétiques, de l'eau, nous utilisons, voire détruisons des sols, nous puisons dans les ressources minérales, nous puisons dans les ressources biologiques, aussi bien en mer que sur Terre. Mais si nous prélevons, nous produisons aussi un certain nombre de déchets, ici présentés les plastiques, mais plus généralement les déchets chimiques, les déchets organiques, voire les déchets nucléaires. Par rapport à ces modes de production-consommation, on va se replacer à l'échelle de la Terre, car l'énergie grise ne peut pas être considérée uniquement du point de vue du Nord. Nous avons tout d'abord la consommation énergétique mondiale visible, c'est-à-dire celle qui consiste à mettre de l'essence dans une voiture, de l'électricité dans une maison. Ça ne représente que 24% de la consommation. Une autre partie de l'énergie est perdue avant d'arriver à bon port, c'est-à-dire perdue lors de l'exploitation minière, perdue lors de l'exploitation pétrolière, perdue sur les pylônes électriques où pratiquement moins de la moitié de l'électricité arrive parfois en bout de ligne. Nous avons aussi des coûts cachés et c'est vraiment là que sera l'énergie grise, c'est-à-dire cette énergie qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, c'est-à-dire cachée dans les produits, cachée dans l'alimentation, cachée dans les transports, cachée dans la construction des bâtiments, cachée dans les services. Et ça représente quand même 41%. Si nous prenons à l'échelle de la Terre, on est 7 milliards de personnes sur Terre, pour un revenu de 71 milliards de dollars, soit si on faisait la moyenne, 10 000 dollars par personne et par an. La consommation d'énergie étant corrélée d'ailleurs au revenu, cela représente quand même 13 500 mégatonnes d'équivalent pétrole, soit un équivalent de 1900 litres par an et par personne, en moyenne sur la Terre. Sachant qu'évidemment, certains consomment beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Si on convertit les mégatonnes d'équivalent pétrole en litres d'essence, pour avoir une unité plus concrète, ça fait 16 000 litres, 16 000 milliards de litres, soit 2330 litres de pétrole par an et par personne. Cela peut vous paraître à la fois beaucoup, mais vous allez voir que cette somme est ridiculement faible par rapport à notre véritable consommation. Si nous classons les pays en fonction de leur degré de richesse, pays de type 1, 50%, c'est les oranges. Pays de type 2, 22% des richesses, c'est les verts foncés. Pays de type 3, 23%, c'est les pays en bleu pâle, en vert pâle. 12 pays, 7 pays, 127 pays. On va s'intéresser au pourcentage de la population dans ces pays. Les pays de type 1, c'est 13% de la population, de type 2, 48%, de type 3, 39% de la population. Envisageons maintenant, pour ces pays, donc 9 milliards dans les types 1, les pays de type 1 consomment 6 900 milliards de litres, plus 2 700 milliards de litres qu'ils importent des pays de type 2, c'est-à-dire ces pays verts en émergence bien souvent. Si on prend les pays de type 2, 3 600 milliards de litres, plus 2 600 qui sont exploités, mais qui sont exportés vers les pays de type 1. Si maintenant nous prenons les pays de type 3, 2,7 milliards de personnes, 3 900 milliards de litres, plus 100 qui sont exportés. 100 qui sont exportés vers les pays de type 1 ou vers les pays de type 2. Au final, les pays de type 1 consomment 1,4 fois plus que ce qu'ils produisent réellement. Les pays de type 2 utilisent que 60% de l'énergie qu'ils consomment puisqu'ils en exportent vers les pays de type 1, les pays riches. Et on voit qu'il y a, même ici, alors que les chiffres sont complètement sous-estimés, vous allez comprendre pourquoi, les pays de type 3 consomment 10 fois moins d'énergie que les pays riches. Et donc, considérer l'énergie grise
à l'échelle uniquement des pays du Nord, serait quand même assez gênant. Prenons quelques exemples pour que ça devienne concret. Les principaux postes d'émission pour ce qui est des produits végétaux sont les végétaux, qu'il s'agisse du blé, qu'il s'agisse ici du riz. Il y a des émissions directes de CO2 ou de NO2 par nitrification, dénitrification, liées aux apports d'azote. On a aussi la production du CO2 liée au fait que l'on rajoute de la chaux dans les champs. Il y a aussi la production des engrais, gourmands en énergie, on va le voir. Il y a aussi la fabrication des intrants, à la fois des semences, des produits phytosanitaires. Il y a aussi l'énergie pour le fonctionnement des engins agricoles. Mais vous allez voir, ce n'est pas le plus important. Il y a aussi l'amortissement de la fabrication de ces engins agricoles avec leur durée de vie. Il y a aussi les transports au sein de la ferme. Alors juste pour prendre deux exemples et opposer deux exemples, le blé dur conventionnel, classique, eh bien, il faut, pour produire 1 kg de blé dur, il va falloir dépenser 600 grammes de dioxyde de carbone, de CO2. Cette valeur pour du retail est beaucoup plus importante, c'est de l'ordre de 3,2 kg par kilo de riz produit. On peut donc noter cette extrême variation entre des produits. Si maintenant on s'intéresse à la façon de produire et la nature des végétaux produits. Si je prends une tomate conventionnelle, sous abri froid, donc non chauffé, ça va nécessiter 0,167 kg de CO2 par kilo de tomates produits. Ce chiffre passe à 2 kg par kilo de tomates produits si on est sous serre, sous abri, avec chauffage, avec éclairage. Et donc, on ne peut absolument pas parler de l'énergie grise liée à la tomate, en général, mais à tel type de tomate produite dans telle et telle condition. Et là, je ne parle pas de l'aspect voyage. Il est évident que si cette tomate vient de tel ou tel endroit, le prix du voyage va s'additionner à ça. Nous allons le voir sur d'autres exemples. Si nous prenons la question du cacao, le cacao, c'est 3 kg par kilo de cacao produit. Pour le café, c'est 1,4 kg. Effectivement, n'importe quel végétal va nécessiter de la production d'énergie, de la consommation d'énergie, qui va être responsable du rejet de ces gaz à effet de serre. Prenons le cas d'une rose. Ça coûte combien cette rose en termes d'énergie grise? Si on prend une fleur coupée, hors sol, en chauffage faible, dans une serre non chauffée, on est quand même sur, pour cette rose, 500 grammes de dioxyde de carbone émis pour cette seule rose. Ça ne pousse pas à l'achat. Si maintenant je prends une rose chauffée, effectivement, vous voyez que cela double. Mais si je vous prenais une rose qui vienne d'Afrique du Sud avec le voyage intégré, nous pouvons avoir des chiffres qui sont pratiquement 5 à 10 fois supérieurs. De ce fait, les végétaux ont leur importance, mais les modes de production, voire de transport, ont énormément d'importance. Si nous passons à l'exemple des animaux, un animal va automatiquement produire des gaz à effet de serre, va automatiquement consommer de l'énergie. Dans le cas d'une vache, nous avons évidemment la fermentation intestinale des animaux, pour l'exemple des bovins, avec la production de CO2, de méthane et autres. Mais c'est aussi la gestion des déjections animales qui rejette automatiquement aussi méthane et dioxyde de carbone pour cette bouse de vache. C'est aussi la question de l'apport en alimentation. Qu'il s'agisse d'alimentation ou qu'il s'agisse de produits de litière.
Il y a aussi toute l'énergie qui est liée à l'entretien du bâtiment, à la construction du bâtiment, aux autres intrants. Je pense aux produits vétérinaires, je pense à l'éclairage, je pense à tout ce qui rentre dans ce type de production. Envisageons maintenant concrètement 1 kilo de viande bovine, ça engendre le rejet de 13 kg de dioxyde de carbone. Mais il faut se méfier que sous cette valeur-là se cache une très grande diversité de conditions et de valeurs. Si vous êtes sur une viande bovine qui vient d'Argentine, avec le coût du voyage, vous aurez d'évidence un coût du voyage qui va augmenter. Mais si vous êtes sur une ferme avec plusieurs milliers de vaches, avec, comme nous l'avons vu précédemment, des intrants exceptionnellement importants, ce 13 kg va augmenter colossalement. On doit donc tenir compte à la fois du mode d'élevage, du mode de transport et du mode d'alimentation des animaux. Il est évident que nourrir des animaux avec du soja provenant du Brésil est sur le plan énergétique relativement discutable. Vous voyez que le veau coûte d'ailleurs un tout petit peu plus cher que le bœuf, ce qui est normal vis-à-vis de l'investissement énergétique qu'il faut pour produire cette viande à court terme. Si on prend la question des brebis, des agneaux, retenons un chiffre. Quelques kilos, 5, 6, 7, 8 kilos de dioxyde de carbone nécessaires pour produire 1 kilo de brebis, 1 kilo d'agneau, voire 1 kilo de laine. Si on prend un œuf catégorie 0 biologique, va engendrer le rejet de 1,4 kg par kilo d'œuf. Si on prend une catégorie 1, c'est-à-dire un œuf élevé en plein air, nous sommes déjà à 2. Si nous prenons des œufs en batterie, cette valeur continue d'augmenter colossalement. Il en va de même pour un poulet, pour une poule. Une poule élevée en plein air, c'est aussi de l'ordre de 5 kg par kilo de poule. 5 kg de CO2 produit par kilo de poule. Si on prend une poule en bâtiment, en cage, en batterie, les investissements énergétiques sont sans commune mesure et peuvent aller bien au-delà d'ailleurs de 12 kg par kilo de poule produit. Un petit tour en mer, question de pêche. Il faut sensiblement 1470 litres de fioul par tonne de poissons pêchés, indépendamment des poissons rejetés en mer sans même consommation. Mais il ne faut pas négliger qu'il faut aussi 20% pour la chaîne du froid, il faut aussi 10% pour la chaîne du transport, pour la chaîne de l'emballage. Et au total, à ces 1470 se surimpose 440 qui correspondent à ces 30% de plus. Ce qui fait que pour retenir un chiffre simple, pour 1 kg de poisson, nous avons engendré le rejet de 2 kg pratiquement de dioxyde de carbone. 1 kg de poisson, 2 kg de dioxyde de carbone. Et vous voyez que tous nos chiffres sont toujours à peu près du même ordre d'idée. Prenons l'exemple d'une crevette. Voici une crevette. Les crevettes peuvent être produites en France, de petites espèces, ou peuvent être produites sous les tropiques, de plus grosses espèces. Il s'agit d'aquaculture sous les tropiques permettant de produire ce genre de gambas. Dans ce cas, il peut y avoir deux possibilités. Tout d'abord, j'ai des grandes exploitations industrielles avec des bassins dans lesquels j'ai mes crevettes qui grandissent, relativement vite d'ailleurs. Ou je me sers des anciens mangroves pour faire de la crevette. Moins rentable, moins productif. Mais quand on prend les crevettes, pour 1 tonne de crevettes, il va falloir investir
5000 kilos, 5 tonnes, de CO2 liés à la consommation du fuel nécessaire, notamment dans ces milieux industriels. Pour la chaîne du froid, 50% supplémentaires. Pour la chaîne du transport de l'emballage, 30%. Au total, 4100 kilos de CO2 par tonne de crevettes en plus. Bilan de l'opération, une crevette classique, 1 kilo de crevettes classiques, engendre le rejet de 10 kilos de CO2. 10 fois plus de CO2 rejeté par masse pour les crevettes. C'était moins pire pour les poissons puisque c'était 1 kg pour 2 kg. Là, c'est 1 kg pour 10 kg. J'aime bien le fromage. En l'occurrence ici du Saint-Nectaire, ici du Camembert. Mais ça nous ramène en fait à la même question. Pour faire 1 kg de fromage, il faut sensiblement 11 litres de lait. En négligeant l'énergie de chauffe, bon, c'est pas énorme, on passe à 12,6 kg de CO2. Ça, c'est pour un fromage à pâte dure. Mais ce chiffre est extrêmement critiquable. Pourquoi est-il critiquable? C'est qu'on va considérer l'énergie liée au lait, mais on ne va pas considérer l'énergie liée au niveau trophique précédent, c'est-à-dire la production de foin, les engins pour aller dans les champs, éventuellement même dans les pâturages plutôt que dans les champs, et tous les intrants, quels qu'ils soient, le stockage du foin. Pour un fromage à pâte molle, c'est un peu moins pire, 1 kg pour 6 kg, mais vous l'avez bien compris, ces deux chiffres sont totalement sous-estimés. Si je prends l'exemple du yaourt ou des fromages frais, on aura effectivement, puisqu'ils sont liquides, qu'il y a beaucoup plus d'eau dedans, à la différence des autres, on aura effectivement une énergie de chauffe qui sera supplémentaire, ce qui sera non négligeable. On va investir plus d'énergie de chauffe, à peu près 2 kg par kilo de yaourt, mais effectivement, nous aurons là négligé totalement la nécessité de le tenir au frais, de le réfrigérer totalement. Pour la question du blé, si nous produisons du blé, 1 tonne, 400 grammes de CO2 sont nécessaires. Mais en fait, comme ce qui nous intéresse dans le blé, c'est la farine, avec un taux d'extraction de farine par rapport au blé global de 76%, ce qui est déjà pas mal. Cela fait que nous avons quand même 526 kilos de CO2 par tonne pour produire 1 tonne de farine. Si nous rajoutons les transports, 33, si nous rajoutons les processus de meunerie, nous arrivons à 577 kg de CO2 par tonne de farine. Mais attention, ceci n'est valable que dans les conditions où le blé est produit régionalement. Si effectivement nous importons du blé qui vient de l'autre bout du monde, d'Ukraine ou d'autres, ces coûts-là augmentent colossalement. Le plastique va nous poser un autre problème. On ne va pas aller dans les détails, on va juste s'intéresser au fait que, globalement, pour 1 tonne de plastique, qu'il soit polystyrène ou autre, travaillé, il nous faut à peu près 2 tonnes de carbone émis. Et ça pose un autre problème. C'est qu'effectivement, avec le plastique, nous voyons quelque chose dont nous n'avions pas parlé jusqu'alors, ou très peu, c'est la question de la nature des gaz. Oui, il y a du CO2, oui, il y a aussi du méthane, oui, il y a de l'oxyde d'azote. Et en fait, ces émissions, dans leur diversité de composés, ont un effet globalement beaucoup plus important. Donc ne réduisons pas les tonnes d'équivalent pétrole à uniquement du CO2. Il y a les conversions de méthane, d'oxyde d'azote et autres composés qui doivent être pris en compte et qui augmentent encore la charge. Nous avions la même chose tout à l'heure avec l'élevage animal et les vaches qui produisaient du méthane, entre autres. Intéressons-nous aux engrais. On a des engrais tels les engrais à base d'azote, qui sont des engrais extrêmement gourmands en énergie. Pour faire 1 kilo
d'ammonitrate, il faut entre 2 et 7 kilos de carbone. Le chiffre est énorme. Alors bien sûr, pour tout ce qui est à base de potassium, de phosphore, les chiffres sont plus faibles, mais pour les ammonitrates, c'est effectivement une dette colossale. Si maintenant nous nous intéressons à la question des émissions de carbone liées à la production d'un certain nombre d'herbicides. 9,59 exposants plus 6, ça fait sensiblement 9 kilos de carbone émis par kilo d'amidon sulfuron. C'est-à-dire que, globalement, on doit bien comprendre que lorsqu'on a 1 litre ici, nous avons l'équivalent 10 fois plus important en termes de carbone à côté. Et vous voyez ces chiffres qui sont en train de se dessiner avec des valeurs qui sont toujours de 2, 5, 10 fois plus importantes en énergie grise totalement cachée. Prenons le cas des métaux. L'acier brut va nécessiter pour 1 tonne sensiblement 286 kW d'électricité, va nécessiter de l'énergie en termes de houille, de coke, va nécessiter l'utilisation de gaz naturel, va nécessiter, c'est des moyennes, va nécessiter du fioul lourd, va nécessiter du fioul domestique. En gros, retenons le chiffre une fois de plus, pour produire 1 tonne d'acier, il faut 2 tonnes d'équivalent carbone pour cela. Et encore, on n'a pas calculé ici le coût du transport des barres de fer et de la deuxième transformation pour couler cela et produire d'autres types d'outils. L'aluminium est bien pire. Pour l'aluminium, on peut retenir le chiffre de 1,7 tonnes à 23 tonnes de CO2 par kilo d'aluminium. Ça nous amène à réfléchir sur l'utilisation de l'aluminium, des canettes ou autres. Et effectivement, vous voyez que l'impact là est complètement différent en termes énergétiques. Prenons l'exemple des écrans. Un écran 47 pouces va consommer 47 kg par unité de surface au mètre carré. Un 26 pouces ne consommera que 60. En fait, le choix de la nature de l'écran, de la taille de l'écran, va faire varier du simple au décuple la quantité d'énergie qui va être consommée par les écrans dans une maison. Mais il en va de même avec un mur en maçonnerie. 1 mètre carré de bloc de béton va coûter 18 kg par mètre carré. Des poutrelles en fer, 3,3. Des carreaux de plâtre, c'est 16, pour simplement 1 mètre carré de paroi. Et ainsi de suite. Et vous voyez que, globalement, vous comprenez pourquoi une maison coûte aussi cher en termes d'investissement énergétique pour le bâti. Si maintenant je m'intéresse à la diversité de ce que je consomme, il est une évidence, c'est que si je compare du pain à des pâtes, j'aurai des valeurs très différentes. Mais si je le compare à des viandes, j'aurai des valeurs qui seront sans commune mesure. Et effectivement, se pose la question sur la nature végétale ou animale de ce que l'on mange, mais peut se poser aussi la question toute bête, entre manger une mangue, qui ici en l'occurrence vient du Pérou, ou manger une pomme qui vient d'un petit village situé à une dizaine de kilomètres. Le coût énergétique de la production de la mangue est sensiblement 30 fois supérieur au coût énergétique de la production de cette pomme. Et effectivement, un acte de consommation alimentaire est tout sauf anodin. Alors, aucune solution, on n'y peut rien. Alors on va revenir à ce document qui avait été présenté dans une autre vidéo. Si je vous pose la question, dans une famille française, où est l'impact majoritaire? Vous allez certainement me dire transport, logement, alimentation, biens de consommation, services publics. Et en fait, je vais vous dire non.
c'est l'argent. Au hit-parade de la dépense la plus importante dans un foyer, c'est l'argent. Ceci a été très bien expliqué dans le livre de Jérémy Pichon. Vous pourrez vous y reporter pour avoir des valeurs plus précises. C'est aussi très bien expliqué sur les sites de l'ADEME. Mais voyons quand même la globalité. Une famille, en un an, consomme 84 000 kilos, 84 tonnes de carbone. Vous divisez ça par 4, vous avez quand même 20 tonnes par personne, par an. Ce qui est quand même énorme, en tout cas sans aucune mesure avec ce que l'on trouve parfois sur certains ouvrages où on nous annonce 3, 6, 7. Dans ces conditions-là, on ne tient pas compte de l'énergie grise. Et c'est dramatique, parce que la majeure partie de l'énergie grise que nous consommons, nous la faisons produire dans d'autres pays. L'acier dont on parlait tout à l'heure, on ne le produit pratiquement plus en France, on le fait produire ailleurs, et donc nous importons des dettes en carbone issues de pays producteurs d'acier. Ceci n'est qu'un exemple, mais il en va de même pour tous les composés. Alors regardons d'un petit peu plus près ces chiffres. Déjà, faut qu'on s'extirpe de la tête que recycler, c'est la panacée. Il vaudrait mieux remplacer recycler par réduire, mais l'idéal est réutiliser. Réduire l'utilisation d'un certain nombre de choses chaque fois qu'on le peut, réutiliser une bouteille en verre chaque fois qu'on le peut. Plutôt que de la recycler en se donnant bonne conscience. Vous prenez une bouteille en verre, vous la cassez dans un récupérateur de verre. Derrière, vous allez investir des quantités d'énergie 2,5 fois plus importantes par rapport à la masse pour arriver à la faire fondre, à la remettre sous forme d'une nouvelle bouteille. Le recyclage, c'est moins pire, mais c'est en tout cas uniquement la dernière solution. Et donc, on a fondamentalement dans le scénario Negawaste, d'une part, la question de la réduction, de l'efficience et de l'éco-conception. C'est des domaines que nous reverrons dans une autre capsule ultérieure sur les questions de sobriété, efficience, éco-conception. Revenons maintenant à notre deuxième impact, le transport. Le transport, pratiquement 100 000 km pour une famille normale en France, 22 tonnes. 22 tonnes. Sachant que sur ces 22 tonnes, on a quand même en moyenne 10 tonnes qui sont liées au transport aérien. Alors effectivement, vous allez me dire qu'il est quand même facile de jouer là-dessus. Oui. 22 tonnes divisé par 4, ça fait quand même 5 tonnes. En tout cas, il y a des secteurs sur lesquels on peut effectivement réduire très nettement. Une remarque, mais que tout le monde connaît, c'est que l'impact du déplacement des personnes ou des denrées par des camions de telle ou telle taille, par des cargos, par des transports d'aliments par voie routière, par voie aérienne, n'ont pas du tout le même impact. Mais ça, je crois que tout le monde en est conscient et connaît bien ce genre de choses. Mon troisième impact, c'est le logement. Sachant que vous vous rappelez le premier impact. On revient quand même. Le premier impact, c'est l'argent. Le deuxième impact, c'est le transport. Le troisième impact, c'est le logement. Qu'en est-il du logement ? Nous avons des dépenses pour une famille qui sont de l'ordre de 12 tonnes par an par famille. Soit 3 tonnes quand même. C'est réparti comment ? D'une part, il faut bien penser que si vous prenez une maison, il faut prendre le taux d'amortissement de cette maison sur la durée de vie de cette maison. Alors évidemment, quand on a une maison qui ne tient que 20 ans ou 30 ans, ces valeurs-là s'emballent complètement et sont multipliées par 2 ou 3. Quand on a une maison qui dure 100 ans, 150 ans, effectivement, cette valeur-là a tendance à diminuer. Mais il faut intégrer aussi la consommation de combustible pour le chauffage. Tout type de combustible fossile, c'est 3600 kg d'équivalent CO2. Il faut prendre aussi la fabrication du combustible, que ce soit gaz ou autre, tous les combustibles ont un coût de fabrication. Et puis,
il y a la production, l'approvisionnement en électricité, en eau, en gaz, indépendamment du chauffage. Et ceci pour une valeur d'environ 2400, de 2 tonnes, d'équivalent carbone. Effectivement, nous voyons là, mais ça fera l'objet d'une prochaine capsule vidéo, toute la question de la transition énergétique et des modes de transition énergétique sur lesquels nous reviendrons. Mon quatrième impact, c'est la quantité de nourriture que j'ingère. Mais il y a d'une part la quantité de nourriture que l'on ingère dans une famille standard, avec, vous devinez, les différents constituants, pour une valeur dans une famille classique quand même de 8 tonnes. 8 tonnes d'équivalent carbone. C'est pas négligeable. Ces 8 tonnes d'équivalent carbone dans une famille classique peuvent effectivement être modulées par, d'une part, la quantité, mais ce n'est pas tellement la quantité qui joue, c'est surtout la nature des produits que l'on a choisis entre du lointain ou du local, entre du coût énergétique élevé ou coût énergétique plus faible. De ce fait, les choix en termes de consommation, en termes de production, sont déterminants sur cette question de l'alimentation. Prenons un autre exemple, celui des biens de consommation. Je n'ai pas pris tous les biens, je me suis polarisé sur l'aspect informatique. Un ordinateur fixe, ça va consommer 85 kg d'équivalent carbone par an. Je ne parle que de la consommation. Portable un peu moins, etc., GPS un peu moins, une imprimante 13. Bon, mais mine de rien, ça fait quand même 286 kilos sur ce simple poste, sur ce simple ensemble informatique, indépendamment du coût de production. Mais il y a aussi le fonctionnement. Et donc, les vidéos, quand on a 300 heures de vidéo, effectivement, à 5,4 kg d'équivalent CO2, ça va vite. Quand on a des mails avec une valeur énergétique liée au mail pour refroidir les serveurs, pour transporter sur le plan purement informatique et électrique les messages, et que l'on envoie 15 000 mails, c'est la moyenne française, 15 000 mails de 1 mégaoctet, effectivement, on va très vite sur les dépenses énergétiques. Revenons maintenant à notre premier poste de dépenses énergétiques dans une famille. Le premier poste de dépenses énergétiques est lié au fait qu'en moyenne en France, j'aimerais bien que ce soit mon cas, on a 25 000 € sur un compte courant, 25 000 € sur un compte épargne. Ce qui représente quand même 35 tonnes de carbone émis par le simple fait d'avoir placé ça sur un compte courant ou un compte épargne. Comment est-ce possible ? Et il faut simplement se référer au mode de fonctionnement de l'économie. On a à la fois une économie de spéculation et une véritable économie de fonctionnement. Quand on place son argent sur des fonds spéculatifs, effectivement, ça ne produit rien d'un point de vue économique, mais par contre, cela consomme énormément d'énergie. On va être plus concret. Vous prenez une banque qui produit à peu près 500 grammes de carbone par euro et par an. Il faut quand même se mettre ça en tête. Un euro placé en banque sur un an, ça coûte 500 grammes si on est dans cette banque. Ça coûte 1 kilo si on est dans une autre banque. Soit, vous l'avez compris, beaucoup plus que votre budget transport, beaucoup plus que votre budget chauffage. Sans commune mesure. Comment est-ce possible qu'il y ait de telles différences ? C'est une question d'abord pour les banques de choix en termes de risque, de là où ils vont mettre l'argent. On peut très bien envisager de placer les fonds sur des fonds, on va dire verts, qui sont, on va dire, moins risqués, mais qui rapportent moins, plus éthiques. Ou sur des fonds à plus grand risque, mais qui rapportent beaucoup plus. Mais globalement, quand on investit sur le plan bancaire dans les énergies fossiles massivement, et que les énergies fossiles sont massivement soutenues par ça, que l'agriculture industrielle est massivement soutenue par ces fonds,
Effectivement, notre argent, alors qu'on ne le sait pas, sert très concrètement à produire de la pollution, à produire du dioxyde de carbone. Simplement, on a délégué ça aux banques et on ne s'y intéresse plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut changer de banque, mais on peut aussi, au sein des banques, faire des choix sur les différents types de plans que l'on peut mettre en place et choisir. Et donc ce choix-là, c'est peut-être même l'un des premiers à faire. Alors on commence par quoi, allez-vous me dire? Eh bien, c'est à vous de voir si vous commencez par vos comptes en banque, si vous commencez par vos transports, si vous commencez par jouer sur votre habitat, si vous commencez par jouer sur votre alimentation. Je ne me permettrai pas de vous donner des conseils. Par contre, effectivement, réduire, être plus efficient et rentrer dans l'éco-conception est quelque chose d'urgent et naturel. Mais on va venir, pour clore cette histoire-là, sur quelque chose de tout simple. Un petit email avec 1 mégaoctet, c'est pas grand-chose. Envoyé à une personne, ça coûte 20 grammes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent d'une lampe, d'une ampoule de 60 watts pendant les 25 minutes de ce filmage. J'ai donc dépensé ici une quantité qui est l'équivalent durant le temps de ce filmage, avec l'ensemble des lampes, l'ensemble des ordinateurs, j'ai dépensé aux alentours de 200 grammes de carbone durant les 20 minutes de ce filmage. Est-ce qu'on y peut quelque chose? Ben oui, parce que ça c'est tout simple. C'est vider ses boîtes mail pour éviter d'avoir des gigas et des gigas stockés sur des serveurs à l'autre bout du monde qui nécessitent un refroidissement et des investissements colossaux. Ça peut être ne pas envoyer les mails à tout le monde systématiquement. Ça peut être mettre des documents en téléchargement pour que seules les personnes intéressées puissent aller les consommer. Toute chose que l'on dit qu'on fait, mais qu'on ne fait pas toujours, très souvent. Mais il en va de même pour ma pomme. Je ne mange pas que des pommes. Je mange aussi des mangues. Mais j'aime bien les crevettes. Et puis, à la limite, offrir une rose n'est jamais forcément très désagréable. De ce fait, il y a un très grand nombre d'activités que je pratique tous les jours et qui ont un coût énergétique. Est-ce que le savoir nous permettra d'avancer? Pour partie. Mais vous allez voir que nous allons nous poser la question de l'information, de la sensibilisation, puis de rentrer après dans l'éducation, voire la formation. Je vous remercie de votre attention. Vous retrouverez cette vidéo ainsi que les vidéos des exemples pour comprendre avec des formats 20 minutes, 15, 20 minutes, 30 minutes, ça va dépendre des vidéos sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, le sujet, c'était les énergies grises. Vous aurez aussi l'eau virtuelle, vous aurez l'empreinte écologique et quelques autres sujets de ce style qui nous permettront de mieux aborder les questions de développement durable. Pour aller plus loin, vous avez le site du Réunifed ou le site du FECODE, formation, éducation, compétences, objectifs du développement durable. Merci de votre attention. Au revoir. À la prochaine fois.